Si vous voulez savoir comment se passe un entretien d'embauche traditionnel, vous pouvez aller sur internet, énormément de sites vous en parleront. Mais dans le football, comment se passe un entretien d'embauche pour un entraîneur? Hey, j'espère que vous allez bien et j'espère que votre équipe préférée va bien. Vous l'aurez constaté, j'ai pas pu sortir la vidéo comme d'habitude le dimanche parce que j'ai été coincé 3 jours entre un aéroport et un hôtel en raison d'une tempête de neige. Mais comme j'aime vraiment le sujet du jour, je me suis dit que plutôt que le repousser d'une semaine, j'allais tenter de le sortir le plus vite possible. Le poste d'entraîneur, c'est souvent le poste le plus important d'un club de football. Souvent l'entraîneur il va donner la direction dans laquelle le club va se mouvoir. Et la différence du monde des entreprises, des grandes entreprises dans lesquelles on fait des dizaines d'entretiens, on s'y prend des mois à l'avance pour trouver le CEO, l'homme parfait qui va être à la tête de la compagnie. Dans le football, pour trouver l'homme le plus important de notre club, les choses se font souvent un peu à l'arrache. Et tout le processus, il commence lorsqu'un entraîneur se fait virer. Dès qu'un entraîneur se fait virer, il y a des dizaines, voire des centaines de CV qui arrivent sur le bureau du président ou du propriétaire d'un club. Le propriétaire d'un club en Angleterre, il disait que lui, quand il virait son entraîneur, il avait parfois 100, 150 CV qui arrivaient entre ses mains. C'est vraiment le monde du football, un monde de requins, des requins qui, dès qu'ils sentent l'odeur du sang, ils se mettent en action. Et puis c'est vrai que là, il y a tout le monde qui appelle, des entraîneurs, des agents, des gens qui se font passer pour l'agent d'un entraîneur. Tout le monde essaye d'avoir sa part du gâteau. Et toute cette façon de faire, elle n'est pas forcément utile. Parce que si les clubs travaillent bien, en tout temps, même quand les choses vont bien, ils ont une shortlist d'entraîneurs qui les intéressent. Et tous ces CV qui arrivent sur le bureau des présidents des clubs, c'est très rare que les présidents les regardent. Au sujet des listes, ça permet de savoir, premièrement, quels sont les profils intéressés, mais surtout, par exemple, combien il faudrait payer pour s'attacher les services de cet entraîneur, si cet entraîneur correspond à la philosophie, quel type d'entraîneur pourrait arriver dans quelle situation. C'est pas la même chose de virer son entraîneur à la mi-saison en position de relégation ou virer son entraîneur après une bonne saison, mais parce qu'il s'est embrouillé avec les gens du vestiaire. Voilà. On cible les profils qui pourraient nous servir dans chaque situation. On a souvent parlé des listes du Paris Saint-Germain, ces listes d'entraîneurs. Unai Emery, par exemple, il était 2e sur la liste après que Laurent Blanc a été viré. Souvent, le premier de la liste, c'était José Mourinho. Le Real Madrid aussi a sa liste. On sait que dans l'ordre de succession de Zidane, vu que Pochettino maintenant est au Paris Saint-Germain, c'est Raoul qui est en numéro 1. En fait, ce ne serait pas professionnel de la part des dirigeants d'un club de ne pas avoir cette liste. Alors, une fois qu'on a la liste, on contacte les candidats de la liste. La prise de contact effectuée, on va s'entretenir avec l'entraîneur. Souvent, les entretiens se font dans les locaux, dans les installations du club. Et ça, c'est important parce que ça permet à notre potentiel futur entraîneur de découvrir quel sera son environnement de travail. Souvent, pour les entraîneurs, c'est primordial la qualité des infrastructures. Certains ont des exigences extrêmement élevées à ce sujet-là. L'une des raisons pour lesquelles Mourinho a choisi Tottenham, il le disait, c'était notamment la qualité des infrastructures. Si on veut que tout ça reste très secret, on fait l'entretien dans un hôtel, dans un restaurant, ça permet de garder les choses sous contrôle. Et ce qu'il faut dire, c'est que c'est important de garder les choses sous contrôle, évidemment, parce que souvent, les clubs font des entretiens avec plus d'un entraîneur. Ça permet de confronter les visions, ça permet de connaître parfois mieux son club, ou d'avoir une expertise quasiment gratuite, ou gratuite de la part d'un expert du monde du football au sujet de son club. C'est jamais perdu le fait de faire un entretien, surtout si vous avez des gens qualitatifs en face. Autre cas de figure, on voit ça généralement pour les grands clubs et les grands entraîneurs, on va multiplier les entretiens. En fait, les grands entraîneurs, ils n'ont pas besoin de candidater, c'est directement les clubs qui vont les chercher. Et les clubs savent ce qu'ils ont en face d'eux, du coup ils n'ont pas besoin de découvrir l'entraîneur lors de l'entretien d'embauche. Les Pochettino, les clubs, les Guardiola, les Conte, etc., on connaît comment ils sont. Mais comme c'est des grands professionnels et souvent ils ont des exigences, ça prend un peu de temps d'établir le rapport de confiance, il faut se convaincre mutuellement et c'est la raison pour laquelle on multiplie les entretiens. Et si les grands clubs ont bien fait les choses, ils ont du temps devant eux, ce qui leur permet de ne pas être si stressés. Généralement, la première partie d'un entretien, elle concerne l'aspect purement footballistique. Et là, les entraîneurs, évidemment, ils doivent venir préparés. Ils viennent avec des PowerPoint, avec des PDF ou même avec des brochures. Brendan Rodgers, lors de son entretien d'embauche à Liverpool, il est arrivé avec une brochure qui faisait 180 pages. Il avait analysé le club dans ses moindres détails, un travail absolument colossal et certains disent que c'est comme ça qu'il a obtenu son poste en passant devant des entraîneurs prestigieux, notamment Louis van Gaal.
C'est toujours intéressant en fait de voir qui aura préparé un PowerPoint, un PDF et qui ne l'aura pas fait. Ça donne déjà une certaine indication sur le sérieux de l'entraîneur ou la motivation de l'entraîneur. José Mourinho, lorsqu'il a un entretien avec les dirigeants du Barça en 2008, il va sortir l'une des meilleures présentations de l'histoire. Les dirigeants du Barça qui étaient là-bas, notamment le directeur sportif Txiki Begiristain, il va être absolument impressionné. Sans voix, c'était absolument brillant. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, quand on dit oui, les dirigeants du Barça à l'époque voulaient Mourinho, ça semble comme une erreur monumentale, mais à l'époque, il faut se rappeler que ça fait sens, et ça fait sens encore plus quand Mourinho vous sort quelque chose d'absolument brillant. Au final, ça n'a pas joué pour une question de communication avec les médias. Mourinho n'était pas prêt à faire des concessions sur un point, ça n'a pas joué, mais sa présentation sur l'aspect footballistique, il paraît qu'elle était exceptionnelle. Autre cas assez drôle, Sam Allardyce en 2006, lorsqu'il a un entretien d'embauche pour devenir l'entraîneur de la sélection anglaise, il veut présenter son PowerPoint et le siège de la fédération n'a pas d'installation pour diffuser son PowerPoint. Et du coup, tout son entretien d'embauche va être un peu gâché à cause de cette impossibilité de faire passer son PowerPoint, il ne va pas avoir le poste. Autre cas de figure, Roberto Martinez, lui aussi il a sorti une présentation brillante. La fédération belge avait demandé à toutes les personnes qui allaient avoir un entretien d'analyser la défaite contre le Pays de Galles en 2016 à l'Euro et d'expliquer pourquoi la Belgique avait perdu et ce qu'elle aurait dû faire pour ne pas perdre. Et là, Roberto Martinez, il a impressionné tout le monde. Il paraît que c'était absolument brillant, tant au niveau de l'analyse footballistique que d'un autre aspect qui compte énormément, la communication. Les meilleurs entraîneurs, ils auront étudié votre équipe dans les moindres détails alors que c'est même pas encore leur équipe. Ils expliqueront pourquoi ça gagne pas et surtout qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça gagne à nouveau, qu'est-ce qu'il faut changer. Le style, les joueurs, la direction dans laquelle le club va, est-ce qu'il faut changer le personnel, est-ce qu'il faut changer la construction interne du club. Il y a une question qui tue lors d'un entretien d'embauche, c'est la question des coups de pied arrêtés. Ça, c'est une question très intéressante parce qu'un entraîneur qui aura préparé la présentation à tel point qu'il pourra vous donner une analyse très détaillée sur les coups de pied arrêtés, c'est votre homme. Si là il est dans ce niveau de détail pour une chose qui peut paraître si marginale, c'est votre homme. Il y a un cas célèbre d'un entraîneur en Angleterre, je ne sais pas son nom parce qu'il est exposé son cas dans le livre de Secret Footballer et tous les noms sont anonymisés, mais il a obtenu son poste justement grâce à cette simple question. Quelle est l'importance des coups de pied arrêtés? Et là où un autre entraîneur avait dit oui, c'est important, moi je ferai redescendre mes milieux de terrain, je passerai l'attaquant là et ce joueur là au premier poteau, notre entraîneur il a répondu, les coups de pied arrêtés c'est extraordinairement important. Ça peut rapporter jusqu'à 6 points par saison. Si on a 6 points de moins par saison, dans le cas de notre club, ce sera impossible qu'on se dirige à l'échelon supérieur. J'ai analysé tous les coups de pied arrêtés. 33% arrivent au premier poteau. De tous les buts que vous avez encaissés sur le coup de pied arrêté, 15 ont été concédés au premier poteau et on va dire 13 étaient la faute d'un latéral. Je propose de changer ce latéral-là et ensuite tout va faire sens et on va arrêter de perdre 6 points par saison grâce au coup de pied arrêté. Grâce à ça, on pourra être promu. Grâce à une simple question, il a eu son poste. Alors parfois, il faut dire, votre petit PowerPoint et votre analyse, les dirigeants en ont pas grand-chose à faire. Lorsque vous recrutez un Tony Pulis, un Sam Allardyce ou un Pepe Mel, vous recrutez un pompier et souvent, ce qu'on veut savoir, c'est comment est-ce que vous allez avoir des résultats immédiatement et si vous allez pouvoir faire courir davantage les joueurs. Et puis avant, je vous parlais de l'importance de la communication. Ces entretiens d'embauche, ils servent également à savoir comment l'entraîneur communique. Gustavo Poyet, par exemple, lorsqu'il passe son entretien d'embauche aux Girondins, il doit le faire en français. C'était une demande des dirigeants pour voir comment Poyet pouvait transmettre, s'exprimer, convaincre en français. L'entraîneur étant la personne la plus importante d'un club et la communication étant toujours plus importante aujourd'hui, c'est fondamental qu'un entraîneur sache communiquer. Et on voit, les meilleurs entraîneurs, c'est de super communicants. Il faut qu'ils soient très clairs parce qu'ils vont avoir directement une influence sur l'ambiance à l'interne, le fonctionnement à l'interne, et ça compte aussi pour la performance. Et c'est pour ça, par exemple, qu'un Jürgen Klopp est tellement aimé à Liverpool. C'est pour ça qu'un Pochettino, ça s'est tellement bien passé à Tottenham. C'est pour ça qu'un Zinedine Zidane, ça se passe extrêmement bien au Real Madrid. On comprend vraiment que ce qu'on doit trouver, c'est pas seulement un bon tacticien, c'est une bonne personne pour le club. Et à ce jeu-là, c'est de plus en plus fréquent que les entraîneurs passent des tests psychologiques, soient mis dans des situations comme pourraient l'être les futurs dirigeants ou les employés d'entreprises traditionnelles. C'est de plus en plus fréquent dans le monde du football, mais c'est pas majoritaire. Le monde du football a encore énormément de retard à ce sujet-là.
La deuxième partie de l'entretien, elle va concerner l'aspect macro du club. L'aspect financier, l'aspect des fans, l'aspect commercial, l'aspect centre de formation. Et là encore une fois, on va voir quels seront les entraîneurs qui seront allés dans le plus grand niveau de détail. Brendan Rodgers, je vous parlais avant de son fameux document de 180 pages, il s'intitulait One Club, One Vision. Il avait vraiment couvert tous les aspects du Liverpool qu'il imaginait. Deux des conférences de presse les plus célèbres ces 20 dernières années dans le monde du football, c'est les conférences de presse de présentation de Mourinho à Chelsea et Jürgen Klopp à Liverpool. Au travers de simples phrases, on a compris quelles étaient leurs visions respectives pour leur nouveau club. Ils avaient une direction dans laquelle ils voulaient que le club se dirige. Et à ce niveau-là, ces grands entraîneurs, c'est des gens absolument brillants. C'est des gens qui sont juste très très bons. Ils ne sont pas seulement bons sur l'aspect tactique, ils sont bons dans l'aspect organisationnel, l'aspect management. Ils ont vraiment des idées. Par exemple, rien que dans l'agencement des places de parking au centre d'entraînement, Mourinho il arrivait déjà à insuffler de nouvelles dynamiques dans le club. Ça se joue à un niveau de détail absolument fou et parfois, en fait, c'est bien plus que des entraîneurs, quoi. Les entraîneurs, lors de leur entretien, sont véritablement une opération séduction. Ils doivent convaincre. On leur pose des questions sur le club, sur la culture, sur la région, sur le championnat, par exemple, dans lequel ils vont évoluer s'ils n'ont jamais évolué dans ce championnat-là. On avait demandé, par exemple, à Bielsa qu'est-ce qu'il connaissait du Championship lors de son entretien d'embauche à Leeds. Et il avait sorti une analyse absolument impressionnante, étant donné qu'il avait vu les 51 matchs de Leeds cette saison-là. Et il avait aussi disséqué les rivaux de Leeds. L'entretien d'embauche avait duré 13 heures, il avait eu lieu à Buenos Aires et l'un des dirigeants est sorti de cet entretien avec cette pensée: Bielsa connaît mieux notre propre club que nous. Et ensuite, une fois qu'on a choisi notre homme, on signe et on espère que l'histoire sera belle. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Personnellement, j'aurais eu énormément de plaisir à la faire, à aller chercher les informations à droite à gauche. C'est des choses dont on entend peu parler, mais qui sont hyper intéressantes, je trouve. Et puis j'espère aussi que vous aurez appris des trucs pour vos futurs entretiens d'embauche. Moi, oui, personnellement. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lui accorder un pouce bleu. Nous, on se retrouve comme d'habitude, j'espère, cette fois sans tempête de neige, dans une semaine, dimanche, 10h. D'ici là, portez-vous bien. Allez, à toutes!